Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Merci encore une fois de l'accueil de Transdif Peterbilt pour nous accueillir. Je connais beaucoup de visages dans la salle. Mon nom, c'est Jean Dussault, pour ceux qui ne me connaissent pas, gestionnaire de territoire pour Cummins depuis quelques années. Et puis, je suis accompagné de notre directeur technique pour le Québec. Si tu veux te présenter, M. Boissineau. Martin Boissineau. Je suis sur la Rive-Sud de Montréal. Ça fait 28 ans que je suis chez Cummins. J'ai fait 20 ans de la formation au concessionnaire et au distributeur Cummins. Maintenant, on appelle ça Technical Support Manager, gestionnaire technique. Je m'occupe de maximiser les flottes, fuel economy, setup de truck, différentiel, les programmations de truck versus les paramètres. Bref, maximiser puis faire un lien entre le client direct puis la flotte puis Cummins. Fait que s'il y a des troubles récurrents ou il y a de quoi qui n'est pas correct, pas normal, je vais être capable de faire le lien entre les deux puis de faire du proactif, là, essayer de régler ça avant que ça brise ou avant que le client il soit trop tanné. Fait que bref, je suis un peu un joker dans le jeu de cartes, là. Je m'organise pour que ça aille bien dans les flottes et que ça soit payant. Alors, on a un petit agenda de quelques items. Là. Richard, il a pris un peu de notre temps. Il nous reste 6 minutes. On va prendre quand même le temps de vous expliquer qu'est-ce qu'on a à vous dire. Puis, bien entendu, c'est comme pour l'autre groupe avant. Si vous avez des questions au fur et à mesure, gênez-vous pas, arrêtez-nous. Puis, qu'est-ce que je suis content? Si c'est trop compliqué, j'ai mon gourou. Fait que je devrais m'en sortir. Alors, on va parler des émissions. On va faire ça vite parce que Richard en a parlé du puits à la roue. Qu'est-ce qui est décarbonisation? Le nerf de la guerre, c'est qu'est-ce qui s'en vient pour 2027. Comme vous savez, 2027, janvier 2027, dans notre langage de transport, c'est demain matin, ça, là. On est rendu là. C'est dans à peine 10 mois. Et bien entendu, on va faire quand même, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens parmi vous qu'on remarque là, qui s'occupent de l'entretien de flotte ou quoi que ce soit, techniciens. On va parler de l'importance, les temps de ralenti, ces choses-là, un peu comme la période hivernale comme on vit présentement. Encore une fois, si vous avez des questions tout au long, vous ne vous gênez pas. Cette première diapo-là, on va passer vite. Là, c'est de valeur, c'est justement notre curseur ne pointe pas, là. Mais c'est juste pour vous dire que Cummins est comme toutes les autres compagnies. Bien entendu, on parle des émissions du puits à la roue, well to wheels en anglais. Donc, c'est bien important parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que quand on veut faire de l'économie ou être vert le plus possible, on s'attarde ici, là, à la dernière section du tableau. Donc, on a un véhicule au diesel, au gaz naturel compressé, GNC, ou à l'électricité. On tient compte juste de ce qui est dans le réservoir et au tailpipe. Mais en réalité, il faut tenir compte de toute la chaîne de transformation, comme les gens de BI ont dit auparavant. Donc, il faut être conscient, s'il y a comme on dit, l'électricité, si c'est fait avec du charbon, des centrales de charbon, le gain dans ce temps-là compatise d'un bord ou l'autre, donc il n'y a aucun gain à faire. Fait que Cummins se responsabilise beaucoup également dans compte de ces facteurs-là dans leur cheminement. Ici, c'est une petite diapo qui veut quand même dire pas mal d'affaires. C'est que, encore une fois, je ne suis pas assez grand, là. Mais l'historique du paysage réglementaire, on remarque comment est-ce que l'industrie du camionnage a fait énormément d'efforts depuis 1994. Puis on voit la portion qui est assurée avec les graphiques, là, tout ce qui est PM, matière particulière, les NOx et le temps qu'on s'est passé. Si on remarque qu'en 1994, on voit un bon vieux ECM, c'est comme l'arrivée des premiers moteurs électroniques ou dans ces années-là. Voyez-vous, le nombre de NOx permis était de 5 grammes. On compare que présentement, depuis 2010, on est à 20, à 200, je veux dire, et on s'en va à 35 mg en 2027. Regardez la petite partie assurée par rapport à 1994. Si on lit le texte, le deuxième point, c'est qu'on voit que pour 2027, les limites de NOx ont été réduites de 80 soit de 200 mg à 35. Donc, c'est ça les nouvelles normes qui nous attendent d'ici le mois de janvier prochain. Là, avec l'arrivée de notre monsieur, l'autre bord de la frontière, il a déjà fait un petit peu de brasse camarade, ce qui est point de vue des greenhouse gas. Il y avait des phases 1 qui est arrivée en fonction en 2009, la phase 2 qui est arrivée en 2016 et la phase 3 qui était également, en même temps que les nouvelles normes de NOx, la phase 3 des greenhouse gas qui était supposée arriver en 2027. Ça, le PA, avec la pression qu'ils ont eue, ils ont retiré ça. Il n'y aura plus de greenhouse gas.
Ce qui veut dire, dans notre jargon, oui, les camions électriques sont encore là, mais ils vont probablement subir une petite baisse de popularité parce que quand on parle de Greenhouse Gas phase 3, autrement dit, un camion de quasiment zéro émission, il n'y a pas grand-chose à date, ce n'est que le camion électrique à zéro émission. Et également, les moteurs et les systèmes d'after treatment, que tout ça était, tu sais, comme on vous dit, en 2007, on avait le DPF. Chez nous, on appelait notre CM871, qui était de 2007 à 2009. Après ça, on a eu l'arrivée en 2010 du 2250, le CM2250. Donc, c'était l'arrivée pour la plupart des manufacturiers. Là, c'était le monde inconnu on va le dire, du DEF, de l'urée qui est arrivé. Il y a eu des histoires catastrophiques là-dedans. Je sais que vous en avez certainement été témoin de tout ça. Là, il y a eu de l'information, il y a eu de la communication, les produits se sont améliorés, mais c'est encore quand même un système qui, à l'occasion, ne veut pas emmène sa panoplie parce qu'on est quand même à 200 mg. Là, le prochain step, comme je vous dis, dans 10 mois, c'est 35 mg. On tasse encore la virgule. Donc, c'est un bond immense, ces choses-là. Vas-y. Juste une parenthèse. Quand on parle des grammes comme ça, c'est des grammes par horsepower à l'heure. OK? Fait que si tu prends un 14, en 1992, en haut ou en 94, il fait 5 grammes de NOx par horsepower à l'heure, puis 1 centième de gramme de particules. Ça, ces particules, c'est de la suie ou de la cendre qui sort de là. Mais l'affaire qui est là-dedans, quand on n'arrête pas de parler de décarboner, il n'y a pas de carbone dans ce qu'on parle ici. Ça, c'est des gaz qu'on crée quand on fait la combustion. Fait que si on veut baisser le carbone, l'empreinte de carbone qu'on produit, c'est le CO2 qui sort au bout des pipes. Il n'y a pas de CO2 là-dedans. Mais quand vous faites un regen, quand vous faites une régénération sur le truck ou vous le faites en roulant, la suie qu'il y a là-dedans est transformée en quoi? En CO2. Le même gaz qu'on produit quand on respire. Fait que c'est pas néfaste pour la santé, mais c'est un gaz à effet de serre. Plus on en met épais en l'air, plus la couverte est épaisse sur le lit, puis plus il va faire chaud à l'heure. Vous me suivez? Réchauffement de la planète. Fait que là, comment tu fais d'abord pour en faire moins? Il faut que tu brûles moins de fioul. Fait que là, plus ça va, puis plus on squeeze le citron. Tu sais, on charrie plus pesant pendant plus longtemps, puis on gagne du fuel economy. Malgré le fait qu'on se fait mettre des bâtons dans les roues tout le temps. Fait que la technologie, elle évolue à grand V pour rencontrer cette norme-là. Ces trucks-là, depuis 2010, qu'on roule, c'est plus propre qu'un Corolla. Fait qu'arrêtez de me dire que c'est pas propre. Oui, mais tu brûles beaucoup de fioul. Ce fioul-là, il va faire du CO2 en bout de ligne. Fait il faut maximiser ce qu'on fait avec nos camions, puis maximiser l'efficacité de la combustion pour être sûr que ce qui rentre, on sort tout ce qu'on peut de là-dedans en fuel, je parle. Puis ensuite, on va transformer les molécules qui étaient néfastes qu'on a créées dans le moteur, dans la combustion, pour les relâcher en azote, puis en oxygène, puis en eau, puis malheureusement en CO2. Mais avant les DPF, il y avait 100 000 tonnes de suie lâchées dans les airs par année en Amérique du Nord. Imaginez-vous la grosseur du tas de suie. C'est pas pesant de la suie, là. On a mis des filtres à DPF, c'est pour ramasser ces particules-là. Puis ces particules-là, au lieu d'être du carbone dans les airs, qui font les lacs acides, les pluies acides, puis whatnot, bien là, on le transforme en CO2. Fait qu'il n'y a plus de carbone qui sort dans les airs au bout du pipe. Ça fait du CO2. Fait que là, il faut essayer de faire moins de CO2. Fait que le gaz naturel, les piles combustibles, l'hydrogène, le fuel efficace, le fuel renouvelable, le diesel renouvelable, ou le diesel qu'on va inventer. On ne pourra pas vous mettre ça par écrit à soir, mais je vous dirais, allez jusqu'à tout récemment, encore une fois, par l'arrivée de notre ami, un peu puis le branle-bas de combat, il y avait des suppositions que la demande avait été faite par l'ATA, l'American Trucking Association aux États-Unis. Ils ont dit aux gens de PA, c'est bien beau, vous avez tassé les greenhouse gas. Là, nous autres, qu'est-ce que vous demandez? C'est quand même un effort technologique immense. Si c'est possible, on voudrait que le EPA 2010 à 200 mg demeure jusqu'en 2031.
pour donner un autre gap de 4 ans. Au moment qu'on se parle, encore une fois, là, je vous dis, on est à quoi, 10 mois de ça, là? Mais ça s'enligne que ça va être maintenu, donc à 35 mg. Parce qu'il ne faut pas oublier que les manufacturiers, que ce soit Cummins, Packard, Volvo, Mack, nommez-les toutes, ils ont tous investi des centaines de millions de dollars, là, parce qu'il y avait de la pression pour faire ça, encore une fois, dans des temps records, pour s'en aller à là. Fait qu'ils ont fait beaucoup de recherche et développement. Puis là, d'une manière, si le PA reculait, mais c'est certain que sa santé est poursuite, là. On imagine le jet set là-dedans, là. Mais c'est pour ça qu'à date, encore une fois, on s'enligne, puis là, on devrait en avoir officiellement sous peu, mais je vous dirais à fort pourcentage, la nouvelle technologie qui était prévue de 2027 va arriver en 2027. Ça veut dire les gens, comme les gens de Transdiff, qui vont commander des camions, on va dire, mettons, au mois d'août, bien, ou au mois de septembre, ça va être un deadline probablement pour avoir des camions avec soit la technologie présente ou la technologie 2027 s'ils sont rendus en octobre dans leur carnet de commande. À un moment donné, vous allez voir ça arriver incessamment par votre manufacturier. Oui. Ouais. Puis ce qu'il faut ajouter un peu là-dedans pour faire toute l'histoire au complet, tu sais, Cummins, ils font des moteurs diesel, puis on les certifie avec l'EPA pour que ça soit propre, puis selon les normes, tout ça. Mais si je prends un X15, puis je mets ça dans un W900, c'est pas pareil si je mets ça dans un autre qui est hyper aérodynamique, avec les capes de roue, puis les skirts, puis tout ce que vous voulez. Fait qu'en bout de ligne, c'est celui qui va commander le truck qui va décider ça va être quoi l'empreinte de carbone de ce truck-là. Pourquoi ils veulent arrêter transition manuelle? Pourquoi ils veulent arrêter le W900? Pourquoi ils veulent arrêter le AMI chez Chrysler? Pourquoi ils veulent arrêter toutes ces affaires-là? Parce que ça pollue trop. Fait que c'est qui est redevable en bout de ligne quand le truck il sort de l'usine? Bien, c'est Packard. Fait que quand ils vendent un W900 avec une 18 et un 600 HP là-dedans, je vais dire une affaire, ouais, mais tu sais, c'est l'empreinte de carbone, elle vient de péter dans le dash pour vous autres. Ils vont dire, tu as le droit d'en vendre 3, toi, pas plus. Fait qu'à un moment donné, on va tout avoir des automatisés comme transmission, toutes des nez aérodynamiques, les filtreurs, on va mettre ça en dessous du hood, puis tout ça. Parce que, en bout de ligne, c'est celui qui vend le truck, là, qui c'est de sa faute à lui, si ça pollue plus ou moins, parce que tu as vendu de quoi qui n'est pas aérodynamique, puis qui est trop fort, puis ainsi de suite. Tu veux-tu parler ou tu veux dire qu'on a fini? Une autre affaire, OK. parce que tout le monde s'en rappelle 2010, quand ça a tout sorti, cette affaire-là. Oh my God, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, on entend encore que 2027, avec la nouvelle plateforme, c'est... Puis une affaire qu'on fait chez nous, c'est qu'on fait des tests. Fait que le moteur, la technologie de 2010 puis la technologie qu'on a en 2027, ça ne sera pas si dramatique que ça. C'est juste que maintenant, ça va être beaucoup plus efficace. La rapidité de l'ordinateur, les composants qu'on utilise, tout va être fait, puis ce ne sera pas aussi un gros choc que 2010. Je ne sais pas si je l'explique. C'est du fine-tuning de ce qu'on a déjà. Exact. Puis du fine-tuning précis. Fait que n'ayez pas peur avec oh non, pas un nouveau moteur, il faut apprendre une nouvelle année. Non, c'est le même moteur, mais modifié du fine-tuning pour faire sa job avec. Améliorer. Mais c'est correct. Parce que tout ce qui est nouveau, je vais vous donner une petite anecdote de vite. J'ai une palissade avec un 2.5 turbo, Chris, avec un hybride, c'est mon premier. J'ai un hybride, 2 moteurs électriques, j'ai étudié ça un petit peu, parce que je suis un petit techneur. Puis je regarde ça, puis j'ai vu ça. Puis même moi, j'ai dit, ah, c'est pas sûr que ça. Ils ont mis un 2.5 litres turbo avec une injection directe, mais pas de multi. Qu'est-ce qui va arriver à mes barres? Hein? Il va se faire abuser. Quand j'ai commencé à parler, j'ai été jusqu'à le manufacturier pour demander des affaires. Ils m'ont pris comme un test d'essai. Fait que je sais plus ce qu'on fait. Je l'ai eu en mois de décembre de 22. Je suis rendu à 4800 km. Fait que des gars comme moi, c'est vraiment comme elle, ça va en part. Quand on sort un moteur sur une plateforme, c'est des millions de kilomètres, des millions de milles. Fait que l'expérience qu'on avait en 2010 est encore 10 fois, peut-être 15 fois mieux faite aujourd'hui qu'elle était en 2006. Êtes-vous d'accord avec moi? Ça fait du sens. Tu parles bien, je trouve. Mais... Merci, Alain. Je ne peux pas avoir peur. Hey, on va accélérer parce qu'il va dire qu'il nous reste 5 minutes.
Donc, il y a cette nouvelle technologie-là. Aussi, les camions que vous avez présentement, ils ont une garantie de base, ces émissions, là, le quatrième point, les requis internes de la garantie d'émission qui était de 5 ans, 100 000 milles, étaient pour devenir à 10 ans, 280 000 milles pour les medium duty, autrement dit les moteurs en bas de 10 litres, et de 5 ans, 100 000 milles à 10 ans, 450 000 milles à partir de janvier 2027. Fait que oui, il y a une nouvelle technologie, mais à quelque part, OK, les gens de l'EPA, ils ont dit, entre autres, comme pour protéger le consommateur, la garantie d'émission de base. Vous savez, vous achetez un véhicule, c'est 3 ans 60, ça finit là, à moins que vous n'achetez pas de garantie prolongée. C'est pareil pour ça. C'est certain que si vous avez un véhicule qui fait 500 000, mettons, pour 5 ans, vous allez acheter une garantie 5 ans, 500 000 milles. Mais on va dire un monsieur qui a un camion artisan qui fait 15 000 km par année, en réalité, il n'a pas besoin de s'acheter de garantie prolongée pour son système after treatment parce qu'il est garanti 5 ans, 100 000 milles. Il fait ça dans 5 ans, environ 100 000 milles. Vous me suivez? Là, la garantie, je parle au futur parce qu'elle aurait tombé à 10 ans, 450 000 milles. Encore là, je ne vous ferai pas des cris ce soir, mais on dit que le moteur va continuer, le nouveau moteur va s'en venir en janvier 2027, mais les garanties d'émission demeureraient à 5 ans, 100 000 milles, et non à 10 ans, 450 000 milles. Comme pour aider sur le coup, parce que là, c'est une autre affaire. Tout le monde se dit, en 2027, les camions vont être plus chers. Oui, c'est sûr qu'il y a une technologie à payer pour ça. Autant le moteur Cummins, le moteur Packard que le châssis Peterbilt, ça amène une technologie, il y a un coût supplémentaire qu'on ne sait pas. C'est 5 000, 6 000, 10 000, 12 000, on ne sait pas. Mais il y aurait eu un coût supplémentaire aussi pour, vous me voyez venir, le 5 ans, de tomber de 5 ans à 10 ans, c'est certain que les manufacturiers vont se protéger aussi. Donc, ça aurait augmenté aussi le prix du camion pour tenir compte de cette garantie supplémentaire-là de base. Fait que là, qu'est-ce qu'on dit, ou qu'est-ce qu'on s'apprête à avoir une confirmation, c'est que les garanties demeureraient quand même à 5 ans, 100 000 milles. Je donne un exemple. Un camion, mettons, de 280 000, il aurait coûté 10 000 de plus pour la technologie 2027, 10 000 de plus à cause que le manufacturier se protège pour le 5 ans supplémentaire de garantie, 450 000 milles. Là, c'est comme qu'on disait, au lieu de coûter 280 000 plus 20 000, il va coûter 280 plus 10 000, comme pour amoindrir le prix, vous comprenez? Là, encore une fois, je dis 10 000, ça peut être 6 000, ça peut être 3 000, on s'entend? D'émission. Ben moi, j'aurais aimé ça que tu aurais des téléphones de main, Guy, là. Bon, OK, on accélère, je vois Alain avec ses yeux, là. C'est juste pour vous dire, nous autres, chez Cummins, comme vous savez, on fait que des moteurs et des génératrices. Fait que c'est pour ça qu'ils essayent de mettre 2 gars les plus beaux possibles, même si ça ne pogne pas. On ne vend pas de camion, on ne fait rien. Mais c'est juste pour vous dire que Cummins, présentement, dans la recherche et le développement, sont dans toute cette gamme de produits-là. Oui, le propane, plus fort aux États-Unis, le propane, par exemple? Oui, il y en a beaucoup. OK. Les batteries, l'hybridation avec les autobus de ville que Martin travaille, entre autres les sociétés de transit comme Montréal, puis bien des sociétés comme en Ontario. Ils ont beaucoup des autobus Nova avec des moteurs hybrides. On a un moteur à gasoline qui s'en vient en 2026, un 6,7 octane, le premier moteur en 106 ans d'histoire chez Cummins à essence, qui va fonctionner à 87 d'octane. Vraiment la même affaire que le ISB que vous avez dans les pick-up Dodge en ce moment, le diesel. Le même moteur, sauf qu'on change la tête pour mettre une tête qui va marcher à essence, injection directe avec des bougies, puis toute la patente. Puis là, bon, on peut mettre ça dans plein d'affaires, des autobus, d'un pick-up s'ils veulent en avoir. Dans toutes les bodies aussi qu'on a des petits moteurs de même. Fait que là, évidemment, tu n'as pas de SCR puis tu n'as pas de rien. Tu as un catalyseur normal comme sur ton char. La montée, c'est le torque, comme le moteur diesel. C'est les mêmes courbes de torque puis d'HP à peu près que le diesel. Puis si on se comparait avec un V10 Ford ou un 6.4 GM ou ces affaires-là, on est 15-20 moins de consommation d'essence. Donc, c'est un 6 en ligne à essence, turbo. Parce que malgré tout, la ligne de HP, la ligne de torque est similaire à un diesel. Moi, je l'ai essayé, puis ça va bien. Puis ça roule doux, super doux.
OK, on va parler de notre petite plateforme, la plateforme de moteur Cummins Helm. Helm, c'est pour, vous voyez les lettres en rouge, là, Higher Efficiency, Lower Emission, Multiple Fuel. Donc, autrement dit, sur une même plateforme de moteur, on va avoir en 2027 la plateforme X15, une plateforme X10, puis notre série B. Le X15, il est présentement, ce X15-là, qui va être nouveau en 2027, existe cette nouvelle architecture-là depuis 2024 en gaz naturel. Le X15N, c'est le nouveau bloc de Cummins. Il est arrivé pas en diesel, il est arrivé en gaz naturel. Fait que le moteur 2027, X15, il va être sensiblement, au point de vue architecture, comme le X15 au gaz naturel qu'on a présentement. Donc, il va fonctionner également plus tard. Là, on est rendu peut-être en 2030 parce que l'intérêt a baissé. C'était supposé être 2028, ça va être rendu 2030-2031. Moteur à hydrogène à combustion interne aussi, dans le X15. Le X10, c'est une nouvelle plateforme qui commence en 2027. Lui, il va remplacer notre L9 ou notre PX9 chez Packard, Peterbilt, et également, il va remplacer notre X12 qu'on avait déjà pour certaines HP. Donc, le X10, il va avoir des ratings puis un CPL qu'on appelle pour le medium duty d'une litre. Et il va aller chercher des HP, des torques plus élevés pour aller chercher l'équivalent de notre X12. Donc, ce moteur-là, toujours avec la même architecture, tout dépendant, il va partir, c'est pas encore officiel, mais on parle de 325 à 450 HP. Lui 450, aussi, 650. lui, il va commencer en diesel. Par la suite, 2030, il va avoir un X10N au gaz naturel. Et plus tard, bien entendu, en hydrogène. Notre série B, encore une fois, lui, les trois, combustion plus l'essence. Veux-tu parler juste des principes de moteur? Si vous remarquez, les trois moteurs qui sont là, les têtes sont blanches parce qu'ils seraient à l'hydrogène. La plateforme agnostique, ça veut dire qu'avec le même bloc, même poulie de crank, même support de moteur, toute la base de ça, c'est la même que tu roules à l'hydrogène, à l'essence, au fuel. C'est ça. Fait que pour l'OEM, installer le moteur dans le trou avec les harness puis tout, ça va être pareil. Ce qui va être différent, c'est les tanks de quoi tu veux. Des tanks de fuel, des tanks de gaz naturel, des tanks d'hydrogène ou des tanks d'essence si tu es à l'essence. Fait que vraiment, ça va être le même design de moteur, c'est le même bloc pour tous ces moteurs-là. Évidemment, le taux de compression change, les pistons changent, la tête va changer, parce que sur un hydrogène, c'est pas pareil. Ouais, c'est pas interchangeable, bien quoi acheter, là. Ces trois moteurs-là, si on voyait une photo de proche, sans avoir le nom en bas, tu ne sais pas c'est lequel qui est lequel, parce que le 15 litres, il a été dessiné ce grosseur-là. Si tu veux un 10 litres, tu fais fois 0,6,5. Il est tombé 10 litres, puis tu fais la même affaire pour un 7,2. C'est le même bloc design exactement identique à l'échelle un peu plus petit. Donc, c'est un nouveau bloc complètement. Les gears sont en arrière et ainsi de suite. On va en reparler un petit peu plus loin. Fait que notre portfolio M, bien entendu, il y a le X15 qui est en 2027, diesel, comme je vous le dis, il est déjà sorti en 2024 en gaz naturel. Le X10, puis notre 7.7 diesel. 7.2. 6.7, excuse, il va tomber 7.2, nouvelle architecture également. Lui, il va se lancer un petit peu plus tard au cours de l'année 2027. C'est pour ça qu'on parle d'un lancement presque rendu en 2028. Le octane à essence reste 6.7. Oui. Il y a une belle photo. Veux-tu juste parler des deux cams sur toutes les châssis? Oui. Si on regarde le devant du moteur, on voit qu'il n'y a pas de guide-train avec le paquet de guides parce qu'ils sont en arrière. Pas parce qu'on copie les Européens, c'est parce que c'est intelligent. Parce que tout le torque va sortir en arrière du moteur au lieu de sortir du torque en avant par la fan, la pompe à l'huile, la climatisée, puis le power steering, puis toutes ces affaires-là. Ça tire au-dessus de 100 HP, ça. Fait qu'au lieu de twister le crank aux deux bouts, tu mets tout ça en arrière, c'est plus intelligent de sortir le power en arrière. Ça fait moins de vibrations, ça fait moins de bruit. Donc, c'est plus intelligent. Ils sont revenus, toute la gang, ils sont revenus. Ils ont été dessinés twin cam, donc il y a deux cams, un pour l'exhaust, un pour l'intake, puis ils sont déjà prêts pour avoir des cams variables. Les chemins d'huile sont là, les gears sont prêts, tout est fait pour faire phaser les cams. Donc, on peut jouer avec les courbes de torque, les courbes d'HP, puis surtout la pollution. OK?
Donc, la technologie est là pour ça. Les cams sur ce moteur-là, c'est pas comme le X15 qu'on connaît aujourd'hui, qu'il faut qu'il sorte par en avant ou en arrière du moteur. Il y a des caps sur toutes les cams, donc ça sort par en l'air. Les sleeves sont pressés toute la longueur. Ça ne peut pas grouiller de là, c'est impossible. Non, impossible. C'est Huawei. C'est la première fois que j'entends parler de ça. Le X15 là, que vous connaissez, il a été dessiné en 1993. En 1995, ils ont sorti les premiers, il y en avait 12. Puis ils ont testé jusqu'en 98 à la fin. Et puis en 98 et demi, ils ont sorti le Signature 600. Après ça, ils ont tombé ISX. Après ça, ils ont tombé X15. Fait que ce dessin-là, il date de 1993. Il a été dessiné avec AutoCAD 1993, là, qui devait marcher en noir et blanc peut-être. Fait qu'on avait ce qu'on avait dans ce temps-là. Le moteur qui est là, il est dessiné avec des technologies d'aujourd'hui. C'est complètement hallucinant. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il y a beaucoup de choses qui ont été améliorées, puis ils se disent pourquoi qu'on a fait ça de même avant. Bien, c'est parce que tu avais les outils que tu avais dans ce temps-là, tu sais. Puis même à ça, c'était un gros step technologique pareil. Fait que... T'es bien parti, Alain. Pas Alain. Puis il est arrivé ici en gaz naturel, le nouveau design, en 2024, puis le diesel rentre en 2027. On a plusieurs millions de kilomètres de fait en Asie avec ces moteurs-là. Puis eux autres, ils ont de l'altitude, ils ont du fret, puis ils ont des trains. 3-4 trailers qui sont capables de faire ça. Fait qu'ils sont capables de donner de la misère à ça. Fait que c'est pas nœud, là. Ce nouveau X15-là, il va avoir encore des courbes de HP de 400 à 605, jusqu'à 1650, 1750, 1850, 2050. Qu'est-ce qu'on peut dire? Là, on va revenir parce que, bien entendu, pour se rendre à 35 mg, il faut faire des prouesses technologiques. Fait que, bien, Martin, tu vas en parler plus en détail, mais juste pour vous dire, on rajoute un alternateur 48 volts qui va aller optimiser, autrement dit, des éléments qui sont chauffants pour prendre soin de notre système d'after-treatment dans le but, justement, de descendre, justement, le niveau de NOx au plus bas possible. C'est là qu'il y a une addition. À part ça, qu'est-ce que sur le moteur, t'as-tu parlé du niveau d'antigel dans le moteur? Oui, on peut en parler. Comment est-ce qu'on le reconnaît, ce moteur-là, le X15? On l'appelle encore le X15, mais on l'appelle le Next Gen. Fait que si tu rouvres le haut d'un truck et qu'il n'y a pas de gear en avant comme ça, c'est le Next Gen. C'est ça la différence dans le nom. Puis comme on disait tantôt, la technologie est différente. La cavité de coolant, de refroidissement, l'entour du cylindre, avant, on avait un 4 pouces d'eau tout le tour, pendant 2 pouces à peu près. C'est beaucoup d'eau. Maintenant, il passe un demi-pouce d'eau pendant 2 pouces. Il y a à peu près un tiers du coolant dans ce moteur-là que dans le X15 en ce moment. Beaucoup moins de coolant. Fait qu'il va se réchauffer plus vite, l'échange thermique est meilleur, puis c'est mieux dirigé. Donc, avant, quand ils ont dessiné le moteur, l'ancien, tu ne peux pas savoir l'eau, elle s'en va où dans la tête. Tu espères que tout va bien. Tu rentres là, tu sors là. Puis là, avec les logiciels aujourd'hui, on voit à travers de la fonte pendant sa vie. Fait que tu vois ce qui se passe. On aimerait tellement. Et ça fait tellement longtemps que je le tape sur le pion avec ça. L'autre gros changement, c'est si vous remarquez que il y a une petite canisse noire. Fait que Next Gen, ça veut dire aussi plus de lettres 14 000 des spédants. Ça va être des cartouches de vigueur. C'est une cartouche qui peut être là. Vous le voyez, le noir qu'il y a là. Quand tu vois ça, tu dis, ça c'est le nouveau moteur. Donc, c'est pour la pollution, puis l'économie. Ah, tu nous donnes ça encore 7-8 minutes? Ouais. Dernier petit point sur le moteur que je pense, là, c'est que les panels d'huile vont devenir en composite également sur nos moteurs. C'est notre système after-treatment qui fait peur un petit peu à cause de la nouveauté, mais on n'est pas tout seul qui s'en va là, remarquez bien. Ça, c'est une photo aussi du portfolio de Cummins. Cummins ont acquis Meritor en 2022. Fait que c'est pour ça maintenant, on a comme notre système de powertrain complet avec tout ce qui est Meritor, les essieux, les systèmes de freinage, les drivelines. On a toujours le numéro 7, la transmission automatisée Eaton, qui est faite conjointement avec Cummins, soit la 12 vitesses ou la 18.
Pour ceux qui n'ont jamais essayé ça encore, essayez. On vous le dit tout de suite, ce n'est pas une ultra chiffre comme dans le temps. Il y a beaucoup d'améliorations là-dessus. Notre système After Treatment, comme on voit ici, qui est détaillé, en réalité, on revient un peu, là, pour les gens qui ont travaillé ça, on revient un peu comme dans les années 2010 à 2016 avec un système switchback, comme on peut dire. C'est que là, présentement, c'est comme notre système After Treatment, c'est comme un monocylindre, mais là, on revient parce qu'on rajoute des éléments. On n'était plus capable d'avoir une belle forme comme un cylindre en dessous du véhicule parce que le SCR, il est comme twin, c'est comme deux en parallèle, justement pour abaisser le niveau de NOx. Fait que vu qu'il est twin, on ne pouvait pas faire comme une fusée là, en dessous du véhicule. À un moment donné, c'est l'emplacement. Fait que c'est pour ça qu'on revient avec le SCR qui va se replacer en dessous du DOC et du DPF. Moi, j'ai une meilleure photo. Ouais, la photo est plus claire. Fait qu'à 3, numéro 3, c'est l'alternateur 48 volts qui est en avant, qui va être drivé avec une belt. Lui, son but, dis-moi si je me trompe, habituellement, tu n'es pas gêné, là. Son but, c'est bien entendu, c'est d'aller alimenter spécifiquement tout ce qui est à 4, puis on va dire en dessous de 4, c'est 2 éléments chauffants qu'on a. Fait que le 4, c'est un élément chauffant qui va abaisser. Martin, tu rajouteras de la technique, s'il vous plaît. Le 4, ça va être un des éléments chauffants. Après ça, vous allez avoir encore votre DOC, DPF. On a notre tube de décomposition. On a un injecteur d'urée. On demeure avec un injecteur d'urée. Et par la suite, avant d'arriver au SCR qui est twin en dessous, on a un deuxième élément chauffant qui est là. Regardez un peu qu'est-ce que ça donne, les éléments chauffants. C'est 2 éléments de 5 kW. Donc, tu dis bien une définition, c'est comme un rond de poêle. C'est comme un rond de poêle électrique. Fait que, tu sais, c'est solide, c'est robuste, ça coûte pas cher. C'est monté dans des ailettes en stainless pour avoir plus de contact thermique, si on veut. Puis ce système-là, il marche avec le générateur 48 volts qui est sur le truck. Fait que vous avez l'alternateur 12 volts comme normal, puis le générateur 48 volts à côté, il sert juste pour les toasters qui sont là. C'est un système à part, mais qui parle avec le moteur. Quand le moteur il dit « chauffe ça », le générateur il envoie du courant aux éléments chauffants, puis on monte l'entrée d'air. Ce qu'il faut savoir, c'est que 90% du NOx que les véhicules font, c'est quand on start la machine puis que tout est fret. Les catalyseurs, ils ne fonctionnent pas en bas de 482 Fahrenheit. Ils ne catalysent à rien. Fait que ça pollue à plein. Le PA et le CARB, ils nous disent, y a-t-il moyen que tu sois efficace en partant? C'est impossible. On a 2 briques de céramique en dessous, puis ils sont gelés tête à matin à moins 20 humide. En ce moment, tu pars le truck, vous allez entendre le RPM monter, le turbo siffler. On appelle ça du thermal management. Là, le CM dit « Wow, les canisses sont frettes, il faut que je monte ça en température. » Fait qu'il avance le timing, il ferme le turbo pour faire du flow dans l'exhaust. Puis à ce moment-là, bien, on monte les températures avec du fuel parce qu'il faut réchauffer la patente. Donc là, tu brûles du fuel, le moteur, il tourne plus vite. Des fois, tu es à une lumière puis tu dis « C'est peut-être pas trippant qu'il m'a verrouillé en ce moment. J'aimerais ça que ça soit au idle. » Normal. Fait que, au lieu de faire ça, maintenant, les éléments chauffants vont partir puis ils vont tenir mécanisme à la bonne température. Fait que si tu es dans un dépôt de neige avec un 12 roues puis tu te fais charger puis tu attends, bien, ça vient tout fret, ça, à un moment donné. Fait que là, bien, au lieu que le moteur monte puis qu'on injecte du fuel puis qu'on boit du fuel pour rien, l'alternateur, le générateur va pousser du courant dans les 2 éléments puis il va monter ça en température juste pour tenir nos catalyseurs vivants. Tu ne peux pas remplacer l'injecteur d'urée. L'injecteur d'urée, lui, l'urée, là, on va Ah, il n'y en a plus de ça, ça fait un bon bout, là. Depuis 2017, depuis les X15. Il n'y a plus d'injecteur là depuis 2017. De Regen. On avait ça. Non. Si. OK, je vais faire une petite parenthèse rapide. Si tu roules avec ton truck, tu es chargé, puis tu fournis la chaleur nécessaire pour le tenir en vie, tout se fait tout seul. La suie se transforme en gaz, CO2, la régénération. On appelle ça une passive. Ça se fait à rien faire. Parce que tu forces avec ton truck.
Non, si tu as besoin d'assistance parce que tu es en basse température, trop basse, comme tu es au idle ou tu dors dans le truck ou je sais pas quoi, ouais, ça va partir. Au lieu de monter ça à 800, fermer le turbo et injecter du fuel dans l'exhaust. Parce que c'est ça qu'on fait. Parce qu'on injecte pendant que la valve d'exhaust elle ouvre. Le fuel ne brûle pas parce qu'il y a eu un temps moteur, il n'y a plus d'oxygène. Ce fuel-là va être mélangé avec de l'air chaud. Ça s'en va dans le DOC. Le DOC fait sa job, il oxyde, fait qu'il pogne la température, puis il va monter ça à 800-900, 1000, s'il était déjà en haut de 482 pour être capable de faire sa job, d'oxyder. Fait que ça va sauver le fait qu'on dilue l'huile avec du fuel quand on fait du thermal management. Ça brûle plus de fuel, puis ça monte l'RPM. Fait que si tu as une transmission automatique ou un endurant, puis tu essaies de piner de quoi ou de reculer un dock, puis qu'il décide qu'il se réchauffe à 800 tours, mets ton pied pour l'un des breaks parce que ça va faire ça fort pas pire. Fait que, on va éliminer ça avec les éléments chauffants. Puis c'est à part, c'est pas une affaire qui est complexe. Il y a 2 gros fils après ça s'en va au toaster. Puis là, ben le CM du moteur, il dit au générateur, ah ouais, go, shoot, envoie du courant, ça prend de la chaleur. Ça veut-tu dire qu'il va se bourrer moins au fast idle? Tu sais, les gars qui font du fast idle, puis ils viennent bourrer bien dur et Ouais. il va se garder sa température. Ouais. Exemple, là, comme moi je parlais, tu attends pour te faire charger de neige, tu es au fast idle, là tu brûles trop au fret, puis là, ben, tes températures d'exhaust basse, elle descend en bas de 4,82. En bas de ça, là, c'est comme si tu mettais ça off. Fait qu'il devient isbo. La minute qu'il pogne 4,82 Fahrenheit et plus, hop, là, le DOC commence à allumer, lui, puis le fuel pas brûlé qui rentre, il se fait oxyder, puis ça fait de la chaleur. Puis là, ben, quand il y a de la chaleur, ça se régène. Question, moi, monsieur. Oui? Est-ce que ça risque de prolonger nos intervalles de nettoyage de DPF? Ça va-tu nous aider? Non. Non, pas nécessairement. Quand vous nettoyez votre DPF, monsieur, c'est pour enlever la cendre OK? et non la suie. On embarque Quand sur le tu- poil, là. Quand tu fais, quand tu fais une régénération avec ton truck, qu'est-ce que tu enlèves ou qu'est-ce que tu traites? C'est la suie. Elle va être transformée en CO2. Ce qui reste là-dedans qu'il faut nettoyer à un moment donné, c'est la cendre. Qu'est-ce qui fait la cendre? Question piège. L'huile que vous avez brûlée. Ah bon? Quand est-ce qu'on pompe le plus d'huile? C'est à full load ou ben non au idle? Au idle. Parce que tu compresses dans la base, tu montes l'huile dans le cylindre, puis on la pompe. Dans 1 litre d'huile, il y a comment d'huile? Si je vous pose la question, c'est parce que c'est pas 1 litre la réponse. Je peux-tu répondre 3/4? là? Ouais. OK. Dans 1 litre d'huile, il y a à peu près 700-750 millilitres. OK? Le reste, c'est tous des additifs chimiques. Puis ça se brûle pas. Les additifs, il ne faut pas que l'huile allume dans la panne. Les additifs, il ne faut pas que l'huile prenne de la broue, elle fasse de la broue, de l'aération. Les additifs pour empêcher les dépôts de carbone. Les additifs pour neutraliser l'acide qui a été créé par la combustion. Ça, c'est le facteur numéro 1 de l'huile. C'est ça qui scrape ton huile. Bref, tous ces additifs-là, quand tu prends de l'huile normalement, il y a un petit peu de cendre qui va se créer. Tu ne peux pas régénérer de la cendre. Le filtre à l'air sur ton char, là, comment tu essaies de brûler la poussière de terre qui est rentrée dans ça? Non, arrête, ça ne marchera pas. Mais si c'était du carbone, tu es capable de le transformer. Fait qu'on ne reste pas rien que la cendre. Fait que quand est-ce qu'on vide la cendre, puis pourquoi je vais vider la cendre plus de bonheur que mon chum, il a le même truc que moi, bien, tu as pompé plus d'huile. That's it. Fait que, faites pas d'idle. Moins le moteur force, puis plus ça coûte cher. On est ren- on est Quand ren- il faut, t'en fais, tu sais. Ça dépend tout à chacun. Ils ont chacun le duty cycle puis le run, dépendamment de ce que vous faites. C'est le petit point qu'on voulait vous emmener en terminant. là. Ouais. Fait que, consommation inutile de carburant au idle, c'est sûr. Comment ça brûle un X15 de fuel à l'heure? Widle, Ouais. un gallon. À peu près 1 gallon. Bien, un gallon, 3,85 litres à 1,85. Faites le total de vos heures d'idle dans votre année, c'est l'argent que vous avez tiré dans le poêle à bois de même. là. S'il faut que tu fasses d'idle, parce qu'il faut que tu fasses d'idle, c'est bien correct, fallait.
Mais si tu t'en vas manger un roteux chez Lafleur puis tu le laisses virer pour rien, tu pompes de l'huile, tu dilues ton huile, puis ainsi de suite. Fait que si c'est pas bon pour le moteur, tu fais du slubber, bien, cette huile-là que tu as pompée, tu l'envoies dans l'after-treatment. Là, ça a le beau de cambouis, puis de cendre. Fait que tu vas accélérer ta maintenance de vider la cendre dans ton TPF. Parce que tu ne peux pas régénérer de la cendre. C'est comme si tu essaies de régénérer du sable. Ça se peut pas. L'usure mécanique accrue, bien, quand vous faites du idle, la combustion n'est pas bonne. C'est trop froid. On compresse dans la panne parce que les rings ne sont pas étanches. Parce que les rings, qu'est-ce qui est mis étanche dans le cylindre? C'est la pression qu'il y a sur le piston. Quand ça pète dans le trou, il y a 2600 PSI qui poussent sur le ring pour l'écraser contre le liner. Fait que si tu ne forces pas avec, le ring il est dans le trou puis il flotte dans le trou, alentour du ring. Fait que quand ça fait paf, il y a de la pression qui va dans la panne, ça fait monter l'huile dans le cylindre. Fait que là, si tu l'as, tu pompes puis tu l'envoies. Fait que c'est néfaste parce que tu dilues ton huile avec ton fuel parce qu'il est mal brûlé, puis tu pousses du cambouis dans ton exhaust. Dépôt de nous parler un peu, là. Ouais. Petite pensée pour le DEF, Martin? Le DEF, vite fait, ce liquide-là, c'est corrosif. Si vous avez du filage qui tombe là-dedans ou un connecteur électrique, c'est probablement un scrap. Ça corrode instantanément le cuivre. OK? Si vous avez du trim de chrome sur votre truck, des body wheels que vous avez frotté, des straps en stainless sur vos tanks, si vous échappez de l'urée là-dessus, lavez ça tout de suite. C'est corrosif. OK? Ça ne brûle pas les doigts, tu ne vas pas mourir, mais c'est corrosif. Fait que faites attention à ça. Un tanker 4 essieux, mettons qu'il y a 30 000 litres de DF dans ça. Il est bien plein de DF. Si je prends moins que ça, là, il y a 1 pouce d'eau dans le fond de la bouteille. Si je mettais un quart de pouce de Prestone dans ça, dans le shell, puis je mets ça dans mon tanker de 30 000 litres, la batch, elle scrape. OK? Parce que c'est des réactions chimiques avec la NH3. C'est plus du NH3, là. Tu as été fourré de quoi là-dedans qu'il n'y a pas d'affaire. Ça vient de scraper à mathématiques. 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. Si tu rajoutes une graine au bout, ça ne fera pas 3. Ça va faire 3 plus une graine. Vous me suivez? Tu peux-tu détecter ça? Non. Ben oui. Au laboratoire, tu envoies ça à Toronto, puis ils testent ça, ça coûte 800 pièces, ça prend 10 jours. Fait que c'est facile à scraper le DF d'un tank de vos trucks. Fait que si tu prends l'entonnoir qui traîne sur l'établi pour aller rajouter du DF, puis le gars, il vient mettre du coolant, de l'huile ou de l'huile de transition, je ne sais pas quoi avec ça avant, ça va pas bien. C'est pas une bonne journée, là. Tu vas te causer des problèmes. Puis là, ça va coder. Puis là, ben, le mécanicien va dire, ben là, je ne sais pas, moi, qu'est-ce que tu as fait avec ça, comment ça fait que ça code? Comprenez-vous l'idée? Quand vous regardez le filtreur, c'est comme une capuche. Tout le monde dit oui, Alain, c'est comme une capuche avec un O-ring à l'intérieur et une ballon. Des fois, le O-ring, il se déflite. Qui a pogné ça? Levez votre main. Ah! C'est ce petit filtreur qui garde, Carlis. C'est pas bon, ça? Hein? Ben, quand on avait fait ça, j'en ai pogné un avec le pilote. On regarde, tu as un petit tube qui s'appelle un biouleux pour lubrifier l'O-ring. Les mains, faut qu'ils soient propres ou les gants? Ben, les gants, si on a fait de quoi avec la graisse, ben, ça s'en va là, ça va assécher ton cil. C'est comme une éponge. Si tu n'as pas de lubrifiant, prends le purée fraîche, lubrifie ton O-ring pour le mettre là. Mais prends rien. Assurez-vous que vos mains sont propres. Parce que, comme il a dit, ça ne prend pas grand-chose pour décomposer l'aspect chimique de l'urée. C'est pour ça que les galons, ils viennent avec le tube. Pour pas que tu aies te trouvé un entonnoir à quelque part. Excusez, je suis C'est pour ça aussi que si vous mettez du fioul dans le tank d'urée ou d'autres choses, ben là, on contamine l'urée, puis on va peut-être contaminer la tank par la pompe aussi. Parce que si vous mettez quelque chose de gras comme du fioul dans le tank d'urée, ben il faut savoir que de l'urée, c'est de l'ammoniac. Puis l'ammoniac, c'est corrosif pas pire. Fait que s'il y a rentré du gras d'un port du plastique de la tank d'urée, puis tu as vidé ça parce que tu avais mis une pièce de fioul dans ça, puis tu dis, je me suis trompé, bien, on vide ça, puis il n'y a pas de drain plug, parce que c'est bien fait, là, mais il n'y a pas de drain plug. Fait qu'amuse-toi avec ça. Fait que là, tu vas nettoyer ça comme tu peux, tu remets de l'urée là-dedans, mais l'urée, c'est de l'ammoniac. Mais je cherche une brique, il n'y en a pas. C'est poreux, le plastique.
il va y avoir du gras là-dedans qui vient du fioul, puis tu mets de l'urée qui est corrosif, ça va tout nettoyer ça bien comme il faut. Puis là, l'urée, elle fait quoi? Elle scrape. Puis là, ça code. Fait que nous autres, quand il y a quelqu'un qui fait une niaiserie de même, bien, il dit là, on va tout nettoyer au mieux qu'on peut, on va flusher ça avec de l'eau puis du savon, bien comme il faut. Après ça, on va flusher ça avec de l'eau encore. Puis après ça, on va flusher ça avec de l'urée. Puis après ça, on va croiser nos doigts, puis tu vas aller travailler avec ça. Si tu reviens puis ça ne marche pas, on va te mettre une tank, puis les lignes, puis le dozer. Puis si tu n'es pas chanceux, ben on te met un CR au bout de ça à 12 000 Pas cher, pas cher. Fait que, juste, la parenthèse de l'urée, c'est ça. Puis, mettez pas ça dans n'importe quoi, qu'on ne sait pas ce qu'il y a eu dedans. Utilisez pas des entonnoirs que vous ne savez pas ce qu'ils ont fait avec. Quand c'est ouvert, il y a une date à ça. Si vous avez ça dans vos ateliers, organisez tout le temps pour pas que ce soit entre deux portes de garage où ce que l'été, les portes sont ouvertes et où ce que le soleil frappe ses cannes sur le 1000 litres, mettons, au complet. Sur le tote aussi. Sur le tote, là. C'est des petites précautions qu'on a marquées. Juste en terminant, pendant que Martin parlait, je me disais, n'oubliez pas, là, ça fait 15 ans qu'on a ça. Malheureusement, quand ça a sorti, c'est en 2010 avec notre 200 mg, toutes les compagnies sont en allées à l'urée à part une, là. Mais quand c'est arrivé, personne n'a pris soin de ces informations-là et ces conseils-là. Certains, vous arrivez là, hein, c'est de l'urée ou du DEF, mets ça là. Le monde traitait ça comme du lave-vite ou quoi que ce soit. Tu mets ça dans le coffre avec une guenille. Fait que, oui, la technologie, on a appris beaucoup parce que toutes les compagnies ont eu leur bris, mais en plus, le monde n'était pas informé et éduqué à ce moment-là. Là, ça fait 15 ans. Je pense qu'on est tous plus au courant, mais c'est juste pour vous dire, c'est pas à faute de personne, mais l'information a manqué à ce moment-là, en 2010, quand c'est arrivé. Puis l'urée, à ce que je sache, il n'y a pas de qualité là-dedans. Il faut que ce soit DIN 1107, de quoi de même, là. Fait que s'il y en a un qui vous vend un urée le double du prix puis il dit que tu vas en prendre moins, là, moi, je l'ai fait le test puis c'est pas vrai. Fait que... Des questions, commentaires? Si c'est négatif, s'il vous plaît, pas à soir, il est rendu trop tard. Une petite communication avec le nouveau moteur, c'est un site. As-tu une autre question que ça? As-tu une autre question? Vous avez déjà entendu parler de ça, des délites? Il y en a des fois, ils mettent ça à off, l'antipollution, là. Là, le gouvernement américain est tanné de ça. Fait qu'il a dit, c'est trop facile de pirater vos ordinateurs qui gèrent vos moteurs, vous allez changer ça. Fait qu'il faut changer le protocole, il faut changer le ECM, comment c'est fait, puis il faut changer les programmations, comment c'est fait. Donc, c'est un nouveau logiciel qu'on appelle à l'heure actuelle CSAR. Et puis, c'est pour les moteurs de nouvelle génération, donc le Next Gen, le Octane, le nouveau X10, c'est tout sur cette plateforme-là. C'est pas nous autres qui avons décidé ça, on s'est fait pousser ça dans la gorge parce que c'était rendu le free for all encore pour les délits de ces trucs-là. Oui. Tu vas garder ton insight pour tout ce qui est les produits que tu as connus avant 2027. Fait que si tu as des trucks 2010, 2000, whatever, Insight va toujours rester, puis va toujours rester vivant, à jour, tout le kit. Et puis, on va avoir CSAR qui va être le nouveau logiciel, qui va être dans Guidance direct. Fait que ça, le logiciel, en fait, ne sera pas dans ton laptop, il va être sur le web. Ouais. Ça va être plus dur aussi à pirater comme logiciel. C'est ça. Une petite anecdote, justement. Ils ont dépensé, je ne sais pas combien de millions de dollars pour trouver des moyens de ne pas être capable de pirater les ordinateurs. Parce que même en 2026, tantôt, on parlait de GES, on parlait de responsabilité. Puis là, quand on regarde, on est en 2026, on en connaît tout des limites. Mais le minimum de 2010, 2024, EVA 2024, c'est pour être responsable de ce qu'on fait. Parce qu'on est dans une industrie de camionnage, il faut être fier de notre industrie qui a évolué incroyablement. Et encore, voilà, pas besoin de ça. Mais moi, j'ai des petits enfants, je vais être faire plus ici. Moi, de ma vie, je pense à la progéniture qui s'en vient. Tu me crées pas? Hey, Alain, si ça ne te dérange pas, on va te laisser à la place, on finit, nous autres. Ouais, t'as fini? Oui. Hey, merci tout le monde. Merci.